Bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue dans votre chaîne Les Contes Enchantés. Comme prévu, ce soir, je vais vous raconter le deuxième chapitre de notre passionnante histoire, Les aventures de Tom Sawyer. Le lundi matin, à l'aube d'une longue semaine de douloureux labeurs en classe, Tom était toujours fort déprimé. Ce lundi-là, il lui avait souhaité se découvrir quelques maladies qui le retiendraient à la maison. Interrogeant avec soin son organisme, ne se découvrant aucun malaise, il poussa plus loin ses recherches. Il crut cette fois déceler des symptômes de colique et, reprenant espoir, encouragea le phénomène. Mais le mal s'éténua et bientôt disparut totalement. Il fallait chercher autre chose. Il aperçut enfin qu'une de ces incisives branlait. C'était une chance. Il allait commencer à gémir, mais il lui vint à l'esprit que, devant un tel argument, sa tante se contenterait d'arracher la dent, et cela ferait mal. Mieux valait garder en réserve l'affaire de la dent et inventer quelques autres misères. Il se souvint que le docteur avait un jour parlé devant lui d'un homme alité pendant 2 ou 3 semaines pour un mal étrange, à la suite duquel il avait failli perdre un doigt. Sortant donc son pied de dessous le drap, Tom examina son orteil douloureux, mais il ignorait les symptômes de la maladie. Pourtant, décidé à tenter sa chance, il se mit à gémir lamentablement. Sid, sans se soucier de rien, dormait. Tom gémit plus fort et crut vraiment avoir mal à son orteil. Aucune réaction de la part de Sid. Tom, cependant, criait à perdre haleine. Il se reposa un instant, puis reprit son souffle et fit entendre des gémissements sonores. Sid ronflait toujours. Tom était offensé. Il cria « Sid, Sid !» et alla le secouer. Tout en gémissant de plus belle, Sid bâilla, s'étira, se dressa sur un coude en renâclant, regarda Tom bien en face et dit « Allons, Tom, qu'est-ce qu'il y a ?» Pas de réponse. « Qu'est-ce qui ne va pas, Tom ?» reprit Sid en le secouant et en le considérant avec inquiétude. « Ne me touche pas, Sid, » dit Tom avec un gémissement. « Mais qu'est-ce que tu as ? Je vais appeler Tanti. »« Non, c'est pas la peine, ça va passer, n'appelle personne. »« Il faut bien, mais ne gémis pas comme ça, Tom. C'est affreux. Il y a longtemps que tu as mal ? » ?»« Des heures. Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé plus tôt ? Je n'ai la chair de poule de t'entendre. Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Je te pardonne tout, Sid, » fit Tom entre deux gémissements. « Tout ce que tu m'as fait. Quand je serai mort. »« Oh, tu ne vas pas mourir tout de même. Non, je pardonne à tout le monde, Sid. Tu leur diras. Et tu donneras mon châssis de fenêtre et mon chat borgne à la fille qui vient d'arriver dans la ville. Et tu lui diras. » Mais Sid déjà avait enfilé ses vêtements à la hâte et disparu. Tom commençait à souffrir réellement, emporté par son imagination, et ses gémissements prenaient une intonation plus naturelle. Sid, dévalant l'escalier, cria « Venez vite, tante Polly, Tom va mourir. »« Mourir ? Oui, venez vite. C'est pas possible, j'y crois pas. » Pourtant, blême et tremblante, elle monta en hâte, suivie de Marie et Sid. En approchant du lit, elle dit haletante « Mais qu'as-tu donc, Tom ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, tante, qu'est-ce qu'il y a ? Dis vite. Oh, tante, mon orteil a la gangrène. » La vieille dame, se laissant tomber dans un fauteuil, se mit à rire et à pleurer tout à la fois. Remise enfin de son émoi, elle dit « Quel coup tu m'as donné ? Allons, la comédie a assez duré, lève-toi. » Les gémissements cessèrent, la douleur de l'orteil disparut comme elle était venue. Et l'enfant, se sentant un peu ridicule, dit « Tante Polly, ça semblait vraiment gangrené et ça me faisait si mal que je ne sentais même pas ma dent. »« Ta dent ? Qu'est-ce qu'elle a, ta dent ? » ?»« Il y en a une qui remue et qui me fait bien mal. »« Allons, ne recommence pas à geindre, ouvre la bouche. »« Oui, ta dent remue, c'est vrai, mais tu ne vas pas mourir pour ça. Marie, va me chercher un brin de soie et un charbon rouge dans la cuisine. »
Non, tante, l'arrache pas, dit Tom. Ça me fait plus mal, je t'assure. Et je veux aller à l'école. Je veux pas rester à la maison. Oh, c'est donc ça. Tu faisais toutes ces histoires parce que, comme ça, tu pensais manquer l'école et aller à la pêche? Allons, Tom, moi qui t'aime tant, tu cherches toujours à briser mon vieux cœur en me jouant des tours pendables. Les instruments du supplice étaient prêts. Une extrémité du fil de soie fut attachée à la dent, l'autre en montant du lit, puis le morceau de charbon fut lancé brusquement. Peu s'en fallut qu'il n'atteignît Tom en plein visage, et la dent pendait au bout de son fil contre le montant du lit. Mais toute épreuve a ses compensations. Sur le chemin de l'école, Tom excita l'envie de ses camarades parce que la brèche de sa mâchoire supérieure lui permettait de cracher de façon admirable. Il devint aussitôt un centre d'intérêt et certains gamins qui jusque-là s'étaient fait remarquer par une coupure au doigt vit avec regret sa gloire éclipsée. Il en éprouvait quelque rancœur et déclara d'un ton dédaigneux qu'il n'y avait aucun mérite à cracher comme Tom, mais un autre le traita de petit crâneur et le héros dut admettre sa disgrâce. Peu après, Tom rencontra le jeune paria du village, Huckleberry Finn, le fils de l'ivrogne du pays. Toutes les mères montraient de l'aversion pour Huckleberry, parce que c'était un hors-la-loi, un oisif, vulgaire et pervers, et aussi parce que tous les enfants l'admiraient, se plaisaient en sa société défendue et auraient bien voulu lui ressembler. Tom, comme les autres garçons de famille honorable, enviait à Huckleberry sa condition de hors-la-loi et jouait avec lui malgré l'interdiction chaque fois qu'il en trouvait l'occasion. Huckleberry était toujours vêtu de look trop grand pour lui et coiffé d'un chapeau dont le bord arraché de la calotte formait un large croissant. Sa veste, quand il en portait une, lui pendait jusqu'au talon. Sa culotte n'était soutenue par une bretelle que d'un seul côté. Le fond de son pantalon pendant toujours lamentablement et le bas de jambe effrangé traînait dans la boue quand il n'était pas retroussé. Huckleberry allait et venait à sa guise, dormait sur le pas d'une porte par bouton dans quelque porcherie vide par temps de pluie. Il n'était jamais obligé d'aller ni à l'école, ni à l'église, ni d'obéir à personne. Il pouvait aller nager ou pêcher aussi souvent, aussi longtemps que bon lui semblait. Se coucher tard, se battre avec ses camarades. Il était toujours le premier à aller pieds nus au printemps et le dernier à enfiler ses chaussures à l'automne. Il n'était jamais tenu de se lever ni de mettre des vêtements propres et il jurait à merveille en un mot. Il avait droit à tout ce qui fait pour un garçon de sa tâche l'attrait de la vie. Telle était au moins l'opinion des garçons de bonne famille, toujours obligés de se tenir correctement. « Bonjour, Huckleberry !» s'écria Tom. « Tiens, bonjour, comment va? Qu'est-ce que t'as là? Un chat crevé. Fais voir. Mais elle est tout raide. Où l'as-tu trouvé? Je l'ai acheté à un gars. Qu'as-tu donné en échange? Un billet bleu et une vessie que j'avais eue à l'abattoir. Et où t'as trouvé le billet bleu? Je l'ai acheté à Ben Roger il y a 2 semaines contre un bâton de cerceau. Mais à quoi ça peut servir un chat crevé? Ça guérit les verrues. Pas possible. Eh ben, moi je connais un truc bien meilleur. Vas-y, qu'est-ce que c'est? De l'eau d'amadou. De l'eau d'amadou? J'en donnerai pas cher de ton eau d'amadou. Et pourquoi ça? As-tu jamais essayé? Non, mais Bob Tanner a essayé. Qui te l'a dit? Ma foi, il l'a dit à Jeff Thatcher, qui l'a dit à Johnny Baker, et Johnny l'a dit à Jim Hollis, qui l'a dit à Ben Roger, Ben l'a dit au nègre, et le nègre me l'a dit. Alors tu vois, qu'est-ce que ça me fait? C'est que des menteurs tous, du moins presque tous. Pour ce qui est du nègre, je ne le connais pas, mais j'ai jamais vu un nègre qui soit pas menteur.
Sornette, tout ça. Et maintenant, raconte-moi comment il s'y est pris, Bob Denner. Eh ben, voilà. Il a trempé sa main dans une souche creuse pleine d'eau de pluie. Le jour, bien sûr, en regardant la souche, oui, enfin, je crois. Et il a prononcé des paroles, je sais pas, je crois pas. Ben, c'est pas comme ça qu'on guérit les verrues avec de l'eau d'amadou. Ça, c'est un cautère sur une jambe de bois. Non, il faut aller toi-même au milieu des bois. Là où tu es sûr de trouver une souche remplie d'eau. À minuit juste, tu tournes le dos à la souche et tu fourres ta main en disant grain d'orge, flocon de maïs, eau d'amadou, avaler ses verrues. Là-dessus, tu t'éloignes très vite, tu fais 11 pas, les yeux fermés, puis 3 tours sur toi-même et tu rentres chez toi sans rien dire à personne. Si t'en parles, le charme n'agit pas. Oui, ça paraît bon ce truc-là, mais ce n'est pas comme ça que Bob Tenner s'y est pris. Je crois bien, il n'y a pas un gars ici aussi couvert de verrues que lui. S'il savait se servir de l'eau d'amadou, il n'aurait pas de verrues. Moi, je n'ai enlevé des centaines de mes mains. Tu sais, Huck, faut dire que je joue beaucoup avec des grenouilles. Alors, j'en ai des quantités de verrues. D'autres fois, je les ai enlevées avec un haricot. Oui, le haricot. C'est bon aussi, je m'en suis déjà servi. Pas possible. Et comment tu t'y prends? Faut d'abord fendre le haricot en deux et faire une entaille dans la verrue pour qu'elle saigne. Alors on met le sang sur une moitié de haricot et on va creuser un trou pour l'enterrer vers minuit, à la croisée des chemins, quand il y a un clair de lune, et on brûle le reste de haricot. La partie qui a le sang dessus, elle tire, essayant de se rattacher à l'autre moitié, et ça aide le sang à se vider de la verrue, alors elle tarde pas à tomber. Oui, c'est bien ça. Et quand on enterre le haricot, faut dire « Descends haricot, va-t'en verrue, ne viens plus m'ennuyer ». C'est comme ça que fait Joe Harper. Mais avec les chats crevés, comment tu t'y prends? Voilà, tu vas avec ton chat au cimetière vers minuit, après qu'on a enterré quelqu'un qui était méchant. Alors, à minuit, un diable vient, peut-être 2 ou 3, mais tu ne les vois pas. Tu entends seulement quelque chose qui ressemble à un bruit du vent. Ou bien tu les entends parler. Quand ils emportent le type, tu lèves ton chat derrière eux et tu dis « Diable, suis le cadavre, chat, suis le diable, verrue, suivez le chat. » Ça enlève n'importe quelle verrue. T'as déjà essayé, Huck? Non, mais la vieille mère Hopkim me l'a dit. Ah oui, et on prétend qu'elle est sorcière. On prétend, mais moi je le sais, Tom. Elle a ensorcelé papa un jour. Il arrive à y voir qu'elle l'a ensorcelé. Alors il prend une pierre et si elle s'était pas écartée, il l'avait. Eh bien, le soir même, il a dégringolé d'un hangar où s'y était couché étant saoul et s'y est cassé le bras. C'est terrible ça. Et comment il a su qu'elle l'a ensorcelé? C'est facile. Quand il vous regarde fixement, qu'il dit papa et en marmelant le Notre Père à l'envers, c'est des sorcières. Et quand tu vas essayer ton chat qui, ce soir, ils vont venir, je pense, chercher le vieux Ross William. Mais ils l'ont enterré samedi, Huck. C'est pas samedi soir qu'ils sont venus le chercher? Ne dis pas de sottises. Tu crois que leur charme, il pourrait agir avant minuit? D'ailleurs, c'est dimanche. Les diables ne se promènent pas beaucoup le dimanche, à ce que je crois. J'y avais pas pensé. C'est vrai, dis donc. Je peux aller avec toi? Bien sûr, si t'as pas peur. Peur? Je crois pas. Tu miauleras? Oui. Et tu me répondras en miaulant aussi si tu as l'occasion. La dernière fois, tu m'as fait miauler si longtemps que le vieux Ice s'est mis à me jeter des pierres en criant « Sale bête de chat !» Alors je lui ai jeté une brique par sa fenêtre. Mais ne le dis pas. Sois tranquille.
Cette nuit-là, je ne pouvais pas miauler parce que Tonty m'observait. Cette fois-ci, je miaulerai, mais dis donc, qu'est-ce que t'as là? Oh, c'est jamais qu'une tique. Où l'as-tu trouvée? Dans les bois. Contre quoi tu me la donnes? Je sais pas, je veux pas la vendre. Oh, c'est bon. D'ailleurs, elle est bien petite. Moi, je m'en contente. Elle est pas mal. Des comme ça, il y en a des milliers. Oh, tu crois ça? Eh bien, moi, c'est la première que je vois de la saison. Écoute, Huck, je te donne ma dent en échange. Fais voir. Tom sortit un morceau de papier qu'il déplia soigneusement. Huckleberry suivait l'opération avec intérêt. La tentation était très forte. Enfin, il dit « C'est une vraie ». Écartant la lèvre, Tom montra la brèche de sa mâchoire. « Bon, dit Huckleberry, l'affaire est conclue. » Tom enferma la tique dans la boîte à amorce qui avait déjà servi de prison à un scarabée, et les garçons se séparèrent, chacun d'eux estimé enrichi par l'échange. Quand Tom arriva enfin à l'école, il entra dans la classe d'un pas alerte, comme s'il avait loyalement couru. Il accrocha son chapeau à une patère et s'installa à sa place sans perdre un instant. Le maître, qui somnolait, perché sur son grand fauteuil, se réveilla en sursaut. « Tom Sawyer » cria-t-il. Quand Tom s'entendait appeler par son nom de famille, il savait que c'était de mauvais augure. « Monsieur, venez ici, encore en retard comme toujours. Pourquoi cela ?» Tom fut sur le point de chercher refuge dans le mensonge, mais il vit de longues tresses blondes et il sentit cet élan spontané de l'amour. Et près de ce banc se trouvait la seule place vide du côté des filles, et il répondit sans hésiter. « Je me suis arrêté à bavarder avec Huckleberry Finn. » Le maître sentit son cœur cesser de battre. Désarmé, il observait Tom. Le bourdonnement de la classe s'était tu. Les élèves se demandèrent si le pauvre garçon avait perdu la raison. « Vous dire, reprit le maître, je me suis arrêté à bavarder avec Huckleberry. » Cette fois, il n'y avait plus à se méprendre sur les paroles de Tom. Tom Sawyer, voilà bien l'aveu le plus stupéfiant que j'ai jamais entendu. Pareil acte d'indiscipline mérite un châtiment peu ordinaire. Ôtez votre veste. Le bras du maître accomplit son office jusqu'à la fatigue. Alors un ordre fut lancé. Et maintenant, monsieur, allez vous asseoir avec les filles et que cela vous serve d'avertissement. Ému par l'adoration qu'il éprouvait pour son idole inconnue et par sa bonne fortune, plus que par les rires étouffés de ses camarades, Tom alla s'asseoir à l'extrémité du banc et la fille s'écarta de lui en détournant la tête. Tom, les bras sur le long bureau, avait l'air d'étudier sa leçon, mais peu à peu, comme la classe retombait dans sa somnolence, il commença à lancer des regards furtifs de côté de la jeune fille. Celle-ci jeta un coup d'œil de son côté, lui fit prudemment une grimace et détourna la tête. Elle vit une pêche posée devant elle, la repoussa. Tom doucement, patiemment, approcha de nouveau le fruit et griffonna sur son ardoise. « Prenez-la, je vous en prie, j'en ai d'autres. » La fille lut les mots. « Ne me fais pas un geste. » Tom alors se mit à dessiner sur son ardoise, dissimulant son œuvre avec sa main gauche. La fillette fit semblant de ne rien remarquer, mais cédant à une curiosité très naturelle, elle dit enfin à voix basse « Fais voir ». Tom lui montra une caricature minable représentant une maison à 2 pignons avec un tire-bouchon de fumée sortant d'une cheminée. La fille parut si intéressée et oublia tout le reste, puis elle murmura « C'est joli, dit-elle. Fais un homme maintenant. » L'artiste campa devant la maison un homme qui ressemblait à un derrick, un géant qui eût pu d'un pas enjamber le bâtiment.
La jeune fille n'avait pas l'esprit critique. Elle appréciait ce monstre et dit « Il est beau cet homme. Maintenant, il faut me représenter moi. » Passant par là, Tom dessina un sablier flanqué d'une pleine lune et de membres en échalas. Et il arma des doigts écartés d'un imposant éventail. « Comme c'est joli, dit la jeune fille. J'aimerais savoir dessiner moi aussi. » « C'est facile, chuchota Tom. Je t'apprendrai. Mais quand? À midi. Tu rentres déjeuner chez toi? Je resterai si tu veux. Parfait. Comment t'appelles-tu? Becky Thatcher. Et toi? Oh, je sais. Tu t'appelles Tom Sawyer. C'est le nom qu'on me donne pour me taper dessus. Quand je suis sage. C'est Tom tout court. Tu m'appelleras Tom, n'est-ce pas? Oui. Tom alors se mit à griffonner sur l'ardoise des mots qu'il cherchait à cacher. Mais la jeune fille insista, elle voulait voir. « Oh, ce n'est rien, dit Tom. Mais si, non, tu n'as pas besoin de voir. Si je veux voir, alors montre-moi ça. Tu iras le raconter. Non, je te jure que non. Tu ne le diras à personne, jamais? Non, à personne. Alors montre. Tu n'as pas besoin de voir. Puisque tu le prends sur ce ton, Tom, je veux voir. » Et elle posa sa petite main sur celle de Tom, qui fit semblant de résister. Mais enfin, il écarta la main et elle put lire « Je t'aime ». « Oh, le vilain » fit-elle. Elle lui donna un coup sec sur la main, mais rougit et ne put cacher un certain plaisir. Sur sa tendre faite, Tom sentit une étreinte fatale se refermer sur son oreille et il fut soulevé avec vigueur. C'est pris dans cet étau qu'il fut déposé à sa propre place sous les ricanements de toute la classe. Puis le maître garda quelques instants les yeux fixés sur lui avant de remonter sur son trône sans prononcer un mot. Si l'oreille de Tom lui cuisait, son cœur était joyeux. Plus Tom cherchait à fixer son attention sur son livre, plus son esprit vagabondait. Finalement, avec un soupir et un bâillement, il renonça à lutter et attendit avec impatience que sonnait l'heure de la détente. Tom aspirait à la liberté, ou du moins à trouver quelques occupations qui fit paraître le temps moins lent. Il glissa la main dans sa poche et son visage s'éclaira d'un sourire de gratitude. Il sortit furtivement sa boîte à amorces, libéra la tique, la déposa sur le long du bureau plat. La bête, pour montrer aussi sa reconnaissance sans doute, se mit en route, mais trop tôt. Tom la détourna de son chemin et, à l'aide d'une épingle, la contraignit à prendre une nouvelle direction. Tom avait à côté de lui son ami intime qui, après s'être senti tout aussi mal à l'aise que Tom lui-même, était maintenant fort heureux de participer un instant à ce divertissement. Cet ami intime, c'était Joe Harper, son camarade et complice toute la semaine, son ennemi à mort le samedi. Joe tira à son tour une épingle de reverse de sa veste et aida Tom à tracasser le prisonnier. Le jeu devenait passionnant, mais Tom bientôt déclara qu'ils se gênaient mutuellement, sans qu'aucun d'eux pût profiter pleinement de la tique. Aussi mit-il sur le bureau l'ardoise de Joe, tirant un trait en son milieu de haut au bas. « Comment ça ?» dit-il. « Quand elle sera de ton côté, ça sera à toi de la faire marcher. Et moi, je n'y toucherai pas. Mais s'il vient de mon côté, tu dois me la laisser jusqu'à ce qu'elle ait repassé la ligne. Entendu? Vas-y. » La tique échappant aussitôt à Tom franchit l'équateur. Joe harcela un peu l'insecte qui traversa de nouveau et il y eut de nombreux changements de camp. Tom était impatient d'intervenir. L'épingle de Joe lui barrait prestement la route et prenait possession du terrain. Tom s'impatientait, la tentation était trop forte. Il allongea une main armée d'une épingle. Joe, aussitôt fâché, dit « Laisse-la tranquille, Tom. Je voulais seulement l'exciter un peu. Non, c'est pas juste. Laisse-la tranquille. J'y ai à peine touché. Laisse-la, je te dis. Non. Si elle est de mon côté, écoute un peu, Joe Harper. À qui est-elle, cette tique?
Ça m'est égal à qui elle est. Ce que je sais, c'est qu'elle est de mon côté et t'y toucheras pas. Eh bien moi, je te parie que si. C'est ma tique et j'ai le droit d'en faire ce que je veux. Un coup retentissant s'abattit sur les épaules de Tom et se répéta sur celles de Joe. Absorbés par leur jeu, les deux enfants n'avaient pas remarqué ce silence qui, un moment plus tôt, s'était emparé de la classe et annonçait que le maître, marchant sur la pointe des pieds, faisait sa tournée d'inspection. Ayant assisté en partie au divertissement, il y apportait sa petite contribution. Quand à midi sonna l'heure de la sortie, Tom se précipita vers Becky Thatcher et lui dit à l'oreille « Mets ton chapeau et laisse croire que tu rentres chez toi. En arrivant au coin, tourne par le petit sentier et reviens sur tes pas. Moi j'irai par l'autre côté et personne ne s'apercevra de rien. » C'est ainsi que l'un s'en alla avec un groupe, l'autre avec un autre groupe. Peu après, les deux enfants se retrouvèrent au bas de l'allée et regagnèrent la salle de classe qu'ils avaient pour eux seuls. Tom nageait dans la félicité. Il dit « Tu aimes les rats ? Non, je les déteste. Eh bien moi, je les déteste aussi quand ils sont vivants. Mais c'est des rats crevés que je veux parler. Ceux qu'on balance au-dessus de la tête au bout d'une ficelle. Non, décidément, les rats ne me disent rien. Ce que j'aime, moi, c'est le chewing-gum. Oh, moi aussi, quel dommage que je n'en ai pas ici. Moi j'en ai, tu peux le mâcher un moment, mais à condition de me le rendre. C'était une bonne idée. Ainsi, ils y mordirent tour à tour, les jambes pendant contre le banc. Et cela leur parut délicieux. Tu es déjà allé au cirque demanda Tom. Oui, et papa va m'y emmener encore un de ces jours si je suis sage. Moi, je suis allé au cirque 3 ou 4 fois. Des tas de fois, quand je serai grand, je veux être clown dans un cirque. Oh, quelle bonne idée! Ils sont si jolis, les clowns, tout barbouillés. Oui, et ils gagnent des dollars à ce que dit Béranger. Mais as-tu jamais été fiancée, Becky? Qu'est-ce que c'est que ça? T'as jamais eu l'idée de te marier? Non. Ça te plairait d'être fiancée? Je ne sais pas. Ça fait comment? Comment? Mais c'est très simple. Tu dis à un garçon que tu n'aimerais jamais, jamais, jamais personne d'autre que lui. Et tu l'embrasses, c'est tout. N'importe qui peut faire ça. L'embrasser? Mais pourquoi l'embrasser? Ça se fait toujours. Tout le monde? Oui, on s'embrasse toujours quand on s'aime. Tu te souviens de ce que j'avais écrit sur l'ardoise? Oui. Qu'est-ce que c'était donc? Je ne te le dirai pas. Et moi, est-ce que je le dirai? Oui, mais une autre fois. Non, maintenant. Non, non, demain. Oh non, Becky, tout de suite. Moi, je vais te le dire tout bas, tout bas. Quand Becky était hésitante, Tom prit son silence pour un consentement et lui passa le bras autour de la taille. Il lui chuchota les mots à l'oreille. Tout doucement, il ajouta enfin « Et maintenant, dis-moi aussi ces mots-là, tout bas. » Elle résiste un instant, puis répondit « Tourne d'abord la tête pour ne pas voir. Et surtout, tu ne le répéteras jamais à personne. À personne, Tom. Non, bien sûr, Becky. » Il détourna d'elle son visage et timidement elle s'approcha de lui, si près que de son souffle elle faisait voler les boucles de ses cheveux et murmura « je t'aime ». Elle se leva d'un bond, se mit à courir parmi les pupitres et les bancs pour se réfugier enfin derrière un bureau, se cachant le visage dans son petit tablier blanc. Tom vint la prendre par le cou et se fit suppliant. « Allons, Becky, c'est tout fini, tout. Il ne reste plus qu'à nous embrasser. »« N'aie pas peur, Becky, c'est si facile, je t'en supplie. » Elle céda enfin, montra son visage, empourpré par l'énergie avec laquelle elle s'était débattue. Tom l'embrassa sur les lèvres et dit « Maintenant, Becky, c'est pour toujours. Jamais tu n'aimeras un autre que moi. Jamais tu n'en épouseras un autre, c'est promis. »
Je n'aimerai jamais que toi, Tom, mais toi non plus. Tu ne dois pas épouser une autre que moi. Bien sûr, et tu m'accompagneras toujours pour aller à l'école ou en revenant quand personne ne nous verra. Et dans les réunions, nous serons toujours ensemble, car c'est ainsi qu'on doit faire quand on est fiancé. C'est merveilleux, je ne le savais pas. Oui, c'est magnifique. Ainsi, moi et ami Lawrence, les grands yeux firent sentir à Tom sa bévue. Il s'interrompit, troublé. Oh Tom, dit Vicky, tu as donc déjà été fiancé? Elle se mit à pleurer. Ne pleure pas, Vicky, dit Tom. Je l'ai tout à fait oublié. Mais non, Tom, tu l'aimes encore. Tom, tu le sais bien. Tom voulut lui mettre les bras autour du cou, mais elle le repoussa, se tourna le visage contre le mur, pleurant toujours. Tom tenta encore de la réconforter par des tendres paroles et fut de nouveau repoussé. Se sachant dans son tort, il commençait à se sentir très malheureux. Un rude combat se livrait en lui. Il hésitait à faire de nouvelles avances. Mais enfin, se dominant, elle la regarda. Elle était toujours debout dans l'angle de la pièce, le visage tourné contre le mur. Il sanglotait. Tom en fut bouleversé. Il s'approcha d'elle et hésita, ne sachant trop comment s'y prendre. Enfin, il dit timidement: Becky, je n'aime que toi. Il n'obtint pour toute réponse que des sanglots. Becky, supplia-t-il, ne vas-tu rien me dire? Elle sanglotait de plus belle. Alors, il sortit son plus beau joyau, une boule de cuivre provenant de l'extrémité d'un chenet. Il lui offrit. Accepteras-tu du moins ceci, Becky? Elle jeta brutalement l'objet à terre. Tom quitta dignement la classe et s'en alla errer bien loin parmi les collines. Il ne devait pas revenir à l'école ce jour-là. Tom, morose, vagabonda par d'étroits sentiers afin de ne pas rencontrer ses camarades de classe. Il pénétra dans un bois touffu, se frayant un chemin parmi les broussailles, et s'assit sur la mousse à l'ombre d'un grand chêne. La mélancolie de l'enfant était en harmonie avec le calme environnant. La vie lui paraissait pleine de soucis et il envahit le sort de Jimmy Hodge qui dormait paisiblement bercé par le vent qui caressait l'herbe et les fleurs ornant sa tombe et avait fui à jamais les soucis et les chagrins de la terre. Si seulement il était mieux noté au catéchisme, il ne demanderait qu'à partir lui aussi, et c'en serait fini. Mais cette fille, que lui avait-il fait? Rien. Il avait été animé envers elle des meilleures intentions et avait été brutalement repoussé. Elle le regretterait un jour, trop tard peut-être. Si au moins il pouvait mourir provisoirement. Mais avec la vitalité propre à son âge, Tom ne se laissa pas longtemps abattre et bientôt il commençait à envisager la vie nouvelle qui pouvait s'offrir à lui. Pourquoi ne pas partir tout de suite? Qu'y prouverait-elle alors? Son projet d'être clown un jour lui revint à l'esprit, mais il le repoussa avec dégoût. Il serait pirate. L'avenir s'ouvrait clair devant lui, éclatant d'une gloire inimaginable. Son nom retentirait de par le monde et ferait frissonner de terreur l'humanité. Il connaîtrait la célébrité en parcourant les mers déchaînées dans son long bateau noir, le vainqueur des tempêtes. Et quand, à l'apogée de ses triomphes, il reviendrait au village, le visage tanné, parcheminé, en pourpoint et culotte de velours noir, avec ses bottes cuisardes, sa large ceinture rouge, ses pistolets garçons, son poignard souillé de sang, son chapeau garni d'un panache flottant au vent. Ce jour-là, au milieu des murmures d'admiration, il entendrait crier: c'est Tom Sawyer, le pirate, le vengeur noir de la mer des Antilles. C'était bien décidé. Dès le lendemain matin, il quitterait la maison familiale et s'engagerait dans une carrière prometteuse. Il n'était que temps de se préparer. Il fallait d'abord réunir ses ressources.
Il alla donc, non loin de là, creuser la terre à coups de couteau sous une branche d'arbre pourri. Bientôt, il heurta du bois qui sonnait, le creux, y mit la main et prononça l'incantation. Que ce qui n'est pas venu vienne, que ce qui est ici reste. Puis, grattant la poussière, il mit à nu une jolie cassette dont le fond et les parois étaient faites de galets. C'était son trésor. Or, à sa grande stupeur, il y trouva une bille, se grattant la tête d'un air perplexe, et il dit « Ça, c'est trop fort !» Jetant de dépit la bille au loin, il réfléchit. À dire vrai, il était déçu dans son attente. Ses camarades et lui avaient toujours admis sans discussion la croyance selon laquelle, si l'on enterrait une bille selon certains rites, si on la laissait 2 semaines en place pour ouvrir alors la cachette selon le rite qu'il venait d'observer, on s'apercevait que toutes les billes égarées dans le passé se dispersaient, fussent-elles, venaient se retrouver là. Or, les faits lui donnaient un démenti indiscutable. Toute la foi de Tom eût fui ébranlée jusqu'au dans ses fondements. À ce moment précis, il entendit une sonnerie de trompette d'enfants qui retentissaient sous les futaies. Se débarrassant aussitôt de sa veste et de son pantalon, il transforma sa bretelle en ceinture, arracha quelques branches derrière une souche pourrie, en fit un arc primitif et une flèche, un sabre et une trompette, et ainsi équipé, il lança une réponse sonore à l'appel du corps. S'avançant avec précaution à travers les taillis, il dit, s'adressant à une troupe imaginaire, « Holà, mes gaillards, restez cachés jusqu'à ce que je sonne. » Alors apparut Joe Harper, armé aussi minutieusement que Tom. « Halte là !» cria ce dernier. « Qui donc ose pénétrer dans cette forêt de Sherwood sans ma permission ? Guy de Gisborne n'a besoin d'aucune permission. Qui es-tu pour oser tenir un tel langage ?» souffla Tom, qui se souvenait du texte par cœur. « Qui suis-je ? Mais je suis Robin des Bois. Comme ta chétive, personne l'apprendra bientôt. »« Ah, c'est donc toi, ce fameux hors-la-loi. Je suis prêt à me mesurer avec toi. Commence. » Brandissant leurs poignards, ils se mirent en position de combat, pied contre pied, gravement. Ils luttèrent avec ardeur. Tom enfin s'écria. « Mais tombe donc, pourquoi ne tombes-tu pas ? » ?»« Non, je ne tomberai pas. Tu n'as qu'à tomber toi-même. C'est toi qui as le dessous. Mais moi, je ne peux pas tomber parce que dans le livre, il est dit, alors d'un revers, elle a bâti le pauvre Guy de Gisborne. Tu n'as qu'à te retourner et me laisser te frapper dans le dos. Et il n'était plus question de discuter avec les autorités. Joe donc se retourna, reçut le coup et s'effondra. « Et maintenant, dit-il en se relevant, tu vas me laisser te tuer, ce sera plus juste. »« Non, je ne peux pas faire ça. C'est pas dans le livre. C'est pas juste, voilà tout. Mais écoute un peu, Joe. Je pourrais être le shérif de Nottingham et tu seras Robin des Bois pour un moment. Alors tu me tuerais. » L'accord ainsi conclu, les aventures se poursuivirent. Puis Tom redevint Robin des Bois, eut la permission de perdre son sang et ses forces par sa blessure. Joe, enfin, représentant toute une tribu de hors-la-loi, lui remit son arc entre des faibles mains et Tom dit « Là où cette flèche tombera, tu enterreras le pauvre Robin des Bois sous la verte feuillée. » Et il tira la flèche, tomba à la renverse, comme mort, mais il atterrit sur une ortie et bondit, un peu trop vaillamment pour un cadavre. Les garçons s'habillèrent, cachèrent leurs accoutrements et s'en allèrent tout attristés à l'idée de ne plus être des hors-la-loi. Il estimait la situation de hors-la-loi dans la forêt de Sherwood 1000 fois plus enviable que celle de président des États-Unis. Le soir même, à 9h30,
Tom et Sid furent envoyés au lit comme d'habitude. Ils firent leur prière et Sid s'endormit aussitôt, tandis que Tom, bien éveillé, attendait dans une impatience fébrile. Couché sur le dos, immobile, il ouvrait les yeux tout grands dans l'obscurité. Le hurlement lointain d'un chien s'éleva. Un autre, plus faible encore, lui répondit au loin. Tom était au supplice. Enfin, il acquit la conviction que le temps avait cessé et que l'éternité commençait. Peu à peu, il sombra, malgré lui, dans le sommeil. L'horloge sonna 11 heures, mais il ne l'entendit pas. Puis, se mêlant à ses rêves ébouchés, ce furent de mélancoliques miaulements. Mais une fenêtre voisine qui s'ouvrait le fit sursauter le cri de Fiche le camp grédin, et le choc d'une bouteille vide contre le bûcher de sa tante achevèrent de le réveiller. 1 minute plus tard, il était habillé, sortait par la fenêtre, rampait à 4 pattes le long de la gouttière, puis sautait sur le toit de bûcher et de là à terre, miaulant de temps à autre avec précaution. Huckleberry Finn était là, portant son chat crevé. Les deux amis s'éloignèrent et disparurent dans l'obscurité. 1 demi-heure plus tard, ils se frayaient un chemin dans les hautes herbes de cimetière. Un vent léger gémissait parmi les arbres. Tom eut peur que ce fût l'esprit des morts, se plaignant d'être troublés dans leur sommeil. Les deux amis parlèrent peu et seulement à voix basse. Le lieu et l'heure, le silence grave et solennel qui régnait là, leur semblait oppressant. Ils découvrirent le tumulus récent, plus haut que les autres qu'ils cherchaient, et se blottirent à l'arbre de 3 grandes ormes qui formait un bosquet à quelques pieds de la tombe. Ils restèrent là sans rien dire, et l'attente leur parut longue. Seul un hibou ululant dans le lointain troublait le silence de mort. Tom n'en pouvait plus de garder pour lui ses réflexions. Il lui fallait parler. Alors il dit tout bas à l'oreille de son camarade. « Crois-tu, Huck, que les morts nous entendent ?»« Je voudrais bien le savoir, chuchota Huck. C'est sinistre ici, hein ? Pour sûr. » Il y eut encore entre eux un long silence. Ils étaient tous deux plongés dans leurs réflexions. Tom enfin dit « Crois-tu, Huck, qu'Os Williams nous entende parler ?»« Bien sûr, du moins son esprit nous entend. »« J'aurais dû dire Monsieur Williams, reprit Tom après une pause. Mais j'y voyais pas de mal. Tout le monde l'appelle Os. Tu sais, Tom, on ne peut pas être trop maniaque sur la façon qu'on parle des morts. » Ils se turent un instant. Tom prit son camarade par le bras et fit « Chut, qu'est-ce que t'as, Tom ?» Et tous deux, le cœur battant, se serrèrent l'un contre l'autre. « Chut, ça recommence. T'as pas entendu ? Tiens, écoute. » Sapristi, Tom. Il arrive, c'est sûr, il arrive. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je sais pas. Tu crois qu'ils nous verront ? Bien sûr. Ils voient dans le noir comme les chats. Je regrette bien d'être venu. N'aie pas peur. Je pense pas qu'ils nous ennuient. Nous, on fait pas de mal. Si nous bougeons pas, peut-être qu'ils ne feront pas seulement attention à nous. Baissant la tête, les deux garçons retenaient leur souffle, tandis qu'un bruit de voix assourdie montait de l'extrémité du cimetière. « Regarde, chuchota Tom. Qu'est-ce que c'est ? C'est le feu du diable. Oh Tom, c'est affreux. » De vagues silhouettes se profilaient dans l'obscurité, agitant une lanterne ancienne qui mouchetait le sol d'innombrables taches de lumière. Huckleberry, secoué d'un frisson, dit à voix basse « C'est les démons, sûr, ils sont 3. Mon Dieu, Tom, nous sommes fichus. Tu sais prier ? J'essaierai, mais n'aie pas peur, ils ne feront pas de mal. Je vais me coucher et dormir un peu. Chut, qu'est-ce qu'il y a, Huck ? C'est des humains. Il y en a un qui a la voix du vieux meuf poté. Non, c'est pas lui. Je la connais bien. Mais bouge pas.
Il les saoule comme d'habitude et va pas faire attention à nous. C'est bon, je bouge pas, ils te trouveront pas. Oh, les revoilà, ils brûlent. Non, froid, chaud, ça brûle. Cette fois, ils sont dessus. Mais dis donc, Huck, l'autre là, je reconnais aussi sa voix. C'est Joe l'Indien. Les chuchotements alors se turent, car les trois hommes étaient arrivés devant la tombe et se trouvaient à quelques pas à peine de la cachette des deux enfants. C'est ici, dit la troisième voix. À la lueur de la lanterne, Tom et son ami reconnurent le visage du jeune docteur Robinson. Potter et Joe l'Indien poussaient une brouette avec une corde et deux pelles dessus. Jetant leur chargement, ils se mirent à ouvrir la tombe. Le docteur posa la lanterne au bord de la fosse et vint s'asseoir, le dos appuyé contre l'un des ormes, tout près des deux garçons. « Faites vite, les hommes, dit-il à voix basse. La lune peut se lever d'un moment à l'autre. » Ils grommelèrent quelques mots en guise de réponse et continuèrent à creuser. Enfin, l'une des bûches heurta le cercueil avec un bruit sourd et quelques minutes plus tard, les deux hommes le hissaient au niveau du sol. Ils soulevèrent le couvercle avec leurs pelles, sortirent le corps et le jetèrent brutalement à terre. La lune émergeait de derrière les nuages, éclairant la face blafarde. Le corps fut déposé sur la brouette, enveloppé d'une couverture et tenu en place à l'aide de la corde. Potter sortit son couteau, trancha le bout de corde qui pendait et dit « Maintenant, c'est prêt. Saubonne, et tu vas en sortir encore 5 ou ça reste ici. » « Bien dit, renchérit Joe l'Indien. « Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda le docteur. « Vous avez exigé d'être réglé d'avance, et je vous ai payé. »« Oui, et t'as fait plus que ça, » reprit Joe l'Indien, en s'approchant du docteur qui était maintenant debout. « Il y a 5 ans, tu m'as un soir chassé de la cuisine de ton père, alors que je venais demander quelque chose à manger. Et t'as dit que si j'étais là, c'est que je tramais quelques méfaits. Et quand j'ai juré que je me vengerais, même si ça me demanderait 100 ans, ton père m'a fait mettre en prison pour vagabondage. Est-ce que tu crois que j'ai oublié ça? C'est pas pour rien qu'il y a en moi du sang d'Indien. Et maintenant que je te tiens, faudra bien que tu me le payes. » Le poing se levait, menaçant à la face du docteur. Celui-ci, brusquement, attaqua et le rustre s'affala. Potter lâcha son couteau en s'écriant « Hé là, va pas frapper mon copain !» Au même instant, il saisissait le docteur à bras-le-corps et les deux hommes engagèrent une lutte à mort, piétinant l'herbe et martelant la terre à coups de talon. Joe l'Indien bondit, les yeux lancés des éclairs de rage, saisit le couteau de Potter et alla rôder comme un félin autour des combattants, guettant son occasion. Le docteur, tout aussitôt, se dégagea, saisit la lourde dalle fermant la tombe de Williams et s'en servit pour abattre Potter. À ce moment, le bâtard vit la chance qu'il s'offrait à lui et enfonça le couteau jusqu'à la garde dans le cœur du jeune homme. Celui-ci chancela et tomba en partie sur Potter, l'inondant de son sang. Au même instant, les nuages voilaient cet affreux spectacle et les deux enfants, terrorisés, s'enfuyaient en toute hâte dans la nuit noire. Bientôt, la lune réapparaissait. Joe l'Indien, dressé au-dessus des deux corps, les contemplait. Le docteur marmonna des sons inarticulés, exhala un long soupir et ne bougea plus. Le bâtard murmura « Comme ça, l'affaire est réglée. Que diable !» Alors, il dépouilla le corps de tout ce qu'il trouva, puis il mit le couteau fatal dans la main droite grande ouverte de Potter et s'assit sur le cercueil pilé. 3 minutes passèrent et puis Potter se mit à s'agiter et à geindre. Sa main s'était refermée sur le couteau. Il la souleva, la regarda et la laissa retomber avec un frisson.
Puis il se leva, repoussant le corps, et désemparé, posa autour de lui les yeux hagards qui rencontrèrent ceux de Joe. Qu'est-ce que c'est que ça, Joe demanda-t-il. C'est une vilaine affaire, dit l'autre, sans bouger de sa place. Pourquoi as-tu fait ça? Moi? Mais j'ai rien fait. Alors regarde, voilà un témoin que tu pourras jamais renier. Potter trembla et blêmit. Je croyais pas avoir bu. J'avais pas de raison de boire ce soir. Mais dans ma tête, c'est pire que quand on est arrivé ici. Je suis tout embrouillé et je me souviens de rien. Dis-moi, mais là franchement, mon vieux Joe, c'est moi qui a fait ça? Je te donne ma parole que je l'ai pas voulu. C'est affreux. Lui si jeune et si plein de promesses. Ben voilà, vous êtes bagarrés tous les deux. Il t'a attaqué avec la planche et tu t'es écroulé. Quand tu t'es relevé, tout chancelant et titubant, t'as pris le couteau et lui a enfoncé dedans. Et en même temps, et t'as envoyé un rude coup et t'en es resté comme mort jusqu'à maintenant. Et je savais même pas ce que je faisais. Je le jure sur la tête de mon père que je savais pas. Tout ça, c'est la faute du whisky et parce que j'étais excitée. Jamais encore je m'étais servi d'une arme, Joe. Je me suis bien bagarré quelquefois, mais jamais avec une arme. Tous, ils te le diront. Mais tu vas pas aller raconter ça, hein, Joe? T'es un brave type, je t'aime bien, et je t'ai toujours soutenu. Tu te rappelles? Alors, t'iras pas le raconter. Dans sa détresse, l'homme tomba à genoux devant le meurtrier impassible, joignant ses mains en un geste suppliant. Non, dit l'autre, t'as toujours été franc et régulier avec moi, Neuf Potter, et je vais pas te trahir. Je peux pas dire mieux. Oh, Joe, tu es un ange, dit Potter, des larmes dans la voix, jamais j'oublierai ça. Allons, ça suffit. C'est pas le moment de pleurnicher. Va-t'en par là-bas, et moi j'irai de ce côté-ci. Fais vite, et laisse pas de traces derrière toi. Potter partit aussitôt d'un bon pas, l'autre le suivait des yeux en marmonnant. S'il est aussi assommé par le coup et abruti par l'alcool, qu'il en a l'air, d'ici qui pense au couteau, il sera trop tard pour revenir le chercher. Il n'osera pas, c'est une poule mouillée. Quelques minutes plus tard, seule la lune veillait en silence sur la victime, sur le cadavre enveloppé d'une couverture et sur la tombe ouverte, et le silence était total. Mes chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cette histoire autant que moi. Les aventures incroyables que nous avons partagées dans ces pages ne sont qu'un aperçu de toutes les merveilles que vous attendent dans vos rêves. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à la prochaine avec une nouvelle aventure de Tom Sawyer.